Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore le management participatif, plus précisément son importance et son application qui semble croissante en Afrique. On s'appuie pour ça sur un article Management participatif et engagement en Afrique. Notre objectif, c'est de voir ensemble ce qui rend ce modèle si pertinent aujourd'hui là-bas. Alors, pour commencer, le management participatif, qu'est-ce que c'est exactement? En gros, c'est un style de gestion qui, disons, casse un peu avec le modèle très descendant, très classique. Ici, l'idée, c'est vraiment d'impliquer les employés dans les décisions. C'est ça. On n'est plus dans le tout vient d'en haut. Exactement. On parle de partage de responsabilités, d'échange d'idées, une communication aussi plus ouverte, transparente, et surtout créer un climat de confiance, que chacun sente que sa contribution compte. C'est plus qu'une simple méthode, c'est un vrai changement de culture, non? Tout à fait. Une culture orientée vers plus de collaboration, d'empathie même. Et pourquoi c'est si pertinent en Afrique spécifiquement? L'engagement des équipes, c'est devenu un facteur clé de performance là-bas. Il y a une diversité culturelle immense, c'est une richesse incroyable, mais ça demande aussi des approches de management qui soient flexibles, adaptées. Adapter, c'est le mot? Et puis il y a la jeune génération, les jeunes professionnels africains, ils cherchent autre chose. Ils veulent de l'autonomie, de la reconnaissance, du sens dans leur travail. Le modèle participatif, il répond assez bien à ça. Et donc, ça aide à garder les talents. J'imagine que c'est un enjeu majeur. Ah oui, crucial, surtout pour les PME où le turnover peut faire très mal. Ce modèle aide à fidéliser. D'accord. Alors, si on regarde les avantages plus concrètement, le premier point qui ressort souvent, c'est la communication interne. On dit que ça l'améliore nettement, moins de barrières hiérarchiques, des échanges Plus fluide. Le feedback circule mieux, dans les deux sens d'ailleurs, et la transparence augmente. Et ça renforce la confiance, logiquement. C'est la base. Et qui dit confiance, dit souvent motivation, j'imagine, si on sent que son avis compte. Il y a une citation intéressante dans la source d'ailleurs. Quand j'ai l'impression que mon avis compte, je suis plus engagé dans mon travail. C'est assez direct. C'est très parlant, oui. Et cet engagement, il se traduit comment? Souvent par une meilleure productivité et, comme on disait, une meilleure rétention des employés. C'est un cercle vertueux. Intéressant. Et au-delà de la motivation individuelle, Il y a l'aspect collectif, la créativité, l'innovation. Quand on met ensemble des compétences, des points de vue variés, ça fait souvent des étincelles. vous avez un exemple? Oui, l'article mentionne une start-up fintech qui a trouvé une nouvelle idée de microcrédit hyper porteuse. Et l'idée venait d'où? D'un agent sur le terrain lors d'une séance de brainstorming participative. Ça montre la puissance de l'intelligence collective. Ah oui, quand même. Ça permet de résoudre des problèmes plus vite, mieux, et ça rend l'entreprise plus agile, plus adaptable au changement. D'accord. Donc, pour que ça marche, il faut des bases solides. Quels sont les principes clés? Il y en a quelques-uns. D'abord, un vrai partage du pouvoir de décision. Faut que le dialogue soit ouvert, que chaque voix puisse être entendue. Pas juste pour la forme. Non. Ensuite, l'implication active des employés. Pas juste les écouter, mais vraiment les intégrer, via des réunions régulières, des groupes de travail, des sondages. Des outils concrets, quoi. Voilà. Et enfin, le plus important peut-être, créer et maintenir cet environnement de confiance et de collaboration. C'est ça qui permet aux idées de s'exprimer librement, sans peur du jugement. Mais bien sûr, ça semble idéal, mais j'imagine que ce n'est pas si simple à mettre en place, surtout comme vous disiez, dans certains contextes africains. Ah ben non, c'est clair qu'il y a des défis. Le premier, c'est souvent la résistance au changement. Les habitudes managériales très hiérarchiques, elles sont parfois bien ancrées. La peur de perdre le contrôle pour certains managers ou juste l'incertitude face à la nouveauté. Oui, ça peut freiner. L'article donne l'exemple d'une entreprise de BTP en Afrique de l'Est, c'est ça. Exactement. Les chefs de chantier, habitués à un management très directif, ont eu du mal au début à vraiment écouter et intégrer les suggestions des ouvriers sur les méthodes. C'est un apprentissage. Ça demande un accompagnement, alors, hein? Absolument, a besoin crucial de formation pour les managers, apprendre à faciliter, à communiquer différemment, à écouter activement. Et pour les employés aussi, j'imagine? Oui, pour qu'ils comprennent leur nouveau rôle, qu'ils osent participer, proposer. Et puis, il y a l'adaptation culturelle. Ça, c'est fondamental. On ne peut pas juste copier-coller un modèle occidental. L'Afrique est tellement diverse. Il faut adapter l'approche aux valeurs locales, s'assurer que c'est inclusif pour tout le monde. D'accord. Alors, comment on fait pour réussir cette transition, concrètement? Quelles sont les clés? L'implication dès le départ. Il faut embarquer les employés tout de suite dans le processus. Réunion d'information, groupe de travail, pour co-construire la démarche.
Les rendre acteurs du changement, en somme. C'est ça. Ensuite, encourager activement la participation au quotidien. Ça peut être via des plateformes de communication interne, des boîtes à idées, des ateliers réguliers. Et la reconnaissance aussi. C'est important de montrer que les idées sont prises en compte. Primordial. Valoriser les contributions, que ce soit par de la reconnaissance formelle ou informelle, et communiquer sur l'impact réel des idées proposées. Montrer que ça sert à quelque chose. Est-ce qu'on a des exemples d'entreprises où ça a bien fonctionné? Oui, heureusement. L'article cite African Bamboo ou encore Safaricom au Kenya. Safaricom, le géant des télécoms? Oui, eux par exemple, ils organisent des Jam Sessions. C'est des sessions ouvertes où tout le monde, peu importe le niveau hiérarchique, peut proposer, débattre des idées. Et ça a été un vrai moteur d'innovation pour eux. Et il y a des chiffres qui montrent l'impact. Apparemment oui. Des études montrent une amélioration de l'engagement qui peut aller jusqu'à 30% dans les PME africaines qui adoptent ce modèle. 30%, c'est énorme. Oui, et ça se traduit par un meilleur climat de travail et au final une meilleure productivité. C'est le résultat de ce travail sur la confiance et la participation. Donc si on résume un peu, le management participatif, malgré les défis d'adaptation, ça semble vraiment porteur. Oui, beaucoup d'avantages potentiels. Engagement, productivité, innovation et aussi une meilleure cohésion d'équipe, j'imagine. Tout à fait. Et les perspectives en Afrique sont vraiment intéressantes, surtout avec cette nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail et qui est demandeuse de ce type d'approche. Mais le succès n'est pas garanti. Non, il dépendra vraiment de cette capacité à adapter le modèle aux cultures locales, à investir dans la formation et à avoir un soutien fort de la direction. Ce n'est pas juste une tendance, c'est un levier potentiel de performance et de résilience. Et pour finir, peut-être une question pour aller plus loin. Comment les entreprises peuvent-elles vraiment intégrer ces approches participatives de manière authentique, en les tissant dans leur propre culture et valeurs locales, pour que ce ne soit pas juste une imitation de modèles venus d'ailleurs, mais quelque chose de vraiment adapté et durable? C'est une excellente question. Voilà une piste de réflexion. Merci beaucoup d'avoir suivi cette exploration avec nous.